cette semaine dans Afrique. Notre focus sera consacré au Nigeria où le nouveau président Muhammadu Buhari a promis d'améliorer l'alimentation en électricité, un problème récurrent dans le pays. Puis nous irons en Ouganda où une start-up locale souhaite rendre les boda boda, ces taxis-motos plus sûrs et plus pratiques. Enfin, direction les plages du Sénégal qui se forgent une réputation de paradis des surfeurs. Le secteur se professionnalise et de plus en plus de passionnés viennent surfer la vague. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'opposition burundaise a annoncé vendredi son boycott des élections générales censées débuter lundi, après des semaines de contestation et de violence déclenchées par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Alors que le président est en pleine campagne électorale, son deuxième vice-président, lui, vient de s'enfuir en Belgique. Au Nigeria, plus de 40 personnes ont été tuées en début de semaine par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram. Et 2 attentats suicides ont fait une trentaine de morts au total. Les kamikazes étaient des jeunes filles, l'une avait à peine 12 ans. Le chef des services secrets rwandais, Emmanuel Karenzi Karake, a été arrêté samedi à Londres. Recherché pour crime de terrorisme, l'Espagne avait émis un mandat d'arrêt international. Au Rwanda, plus de 300 personnes ont manifesté devant l'ambassade britannique pour protester contre son arrestation. Le Mozambique fête les 40 ans de son indépendance. Un anniversaire célébré dans un climat désormais apaisé vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale portugaise. Au Mali, l'accord de paix pour le nord du pays est officiellement ratifié. La rébellion à dominante touareg du nord du Mali a signé samedi à Bamako un accord censé aider à mettre fin au djihadisme dans cette partie du Sahel. Le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a promis d'améliorer l'accès à l'électricité pour les Nigérians. Secteur longtemps gangréné par la corruption, les conflits d'intérêts et une mauvaise gestion. Dans quelques instants, au Oshodi, ce quartier populaire de Lagos, y verra un peu plus clair. L'éclairage public est quasi inexistant dans les rues de la capitale économique du Nigeria. Alors Bode Edun, un jeune banquier, a pris l'initiative de financer lui-même ses lumières. Si nous avons de la lumière la nuit, comme partout dans le monde, nous aurons des marchés de nuit. Ça améliorera l'aspect économique. Pour l'aspect social, si on a de la lumière la nuit, les gens pourront se promener librement dans le quartier. Améliorer l'accès au réseau électrique est l'une des promesses de campagne du nouveau président Muhammadu Buhari. Avec ses centrales thermiques à gaz, le Nigeria produit seulement 1,5% de l'électricité nécessaire pour ses 173 millions d'habitants. Pourtant, le pays est le premier producteur de pétrole d'Afrique, une inefficacité liée à la corruption et au conflit d'intérêts. Si nous poursuivons avec des centrales à gaz, nous pourrions continuer à avoir des blocages du pays de temps à autre. Donc avec l'énergie renouvelable, je pense que ça nous offrira plus d'opportunités pour vraiment essayer quelque chose de nouveau. Des projets éoliens et solaires commencent à voir le jour mais restent marginaux. Les habitants de ce quartier comptent avant tout sur leurs générateurs pour avoir de l'électricité mais voient d'un bon œil la venue de l'éclairage public. On peut se déplacer librement la nuit et travailler plus facilement. On y voit clair et on voit les gens arriver de loin. À la nuit tombée, sur le marché d'Oshodi, les lampadaires permettent aux commerçants d'ouvrir plus tard et de mieux compter les billets. La pénurie d'électricité est un véritable frein aux ambitions de la première économie d'Afrique. Le défi de taille pour le nouveau président. Au Nigeria, plus de la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Le principal moyen de transport à Kampala, c'est le boda boda, une sorte de taxi mais sur 2 roues. Pendant l'heure de pointe, quand les voitures et les bus restent bloqués dans les bouchons, ces mototaxis sont souvent les seuls à avancer. Sur un boda boda, tout le monde, conducteur comme passager, devrait porter un casque. Mais la loi est souvent ignorée et les accidents sont fréquents. Ricky Rapa, ancien conducteur de boda boda et cofondateur de Safe Boda, porte une cicatrice héritée d'un accident.
Il raconte qu'il est difficile de convaincre les conducteurs de ralentir. Le plus gros problème quand nous engageons de nouveaux pilotes, c'est de changer leur mentalité, parce que quelques-uns d'entre eux sont déjà habitués à ne pas porter de casque et nous essayons de changer ça. Nous ne voyons pas ça comme un problème, c'est un défi à relever sur lequel nous travaillons. Les pilotes sont très heureux, ils acceptent le changement. Des conducteurs de Safe Boda, il y en a une centaine sur Kampala. En plus de porter un casque, ils en emmènent un autre pour leurs passagers. Les pilotes reçoivent une formation de premiers secours, de sécurité routière, de service client et d'entretien de leur machine. Et le concept attire, avant la fin de l'année, il devrait être près d'1 millier à en bénéficier. Edward Wakabi a été pilote de Boda Boda pendant 10 ans. Il a rejoint l'équipe de Safe Boda l'an dernier. J'ai plus de travail parce que même si je suis à la maison, certains clients m'appellent et me disent « Eddie, où es-tu? Viens me prendre parce qu'avec toi c'est sans danger et nous avons peur. » Les Boda Boda sont populaires dans beaucoup de villes africaines et sa version plus sûre attire l'attention dans d'autres pays. On a lancé le projet à Kampala et au moment où nous débutions, nous avions déjà des sollicitations venant d'autres endroits comme le Kenya ou l'Afrique de l'Ouest pour y aller et fournir un service de Safe Boda là-bas. Les Safe Boda gagnent en popularité. La centaine de pilotes en activité à Kampala répond aux besoins d'à peu près 2000 clients chaque jour. Certains utilisent une application smartphone pour contacter les pilotes, d'autres les trouvent le long de la route. Une capitale située sur une presqu'île exposée aux vagues toute l'année, un climat agréable, le Sénégal est le paradis du surf africain. Mais c'est depuis quelques années seulement que le potentiel sportif se révèle au pays du foot et de la lutte. On compte 8 écoles de sport de glisse dans la capitale, comme celle-ci, fréquentée par Nora Duka et ses amis. C'est bien, il y a de la sensation et on s'amuse bien dans l'eau. On n'est pas tout le temps obligé de prendre des vagues comme là, il n'y a pas beaucoup de vagues. Son professeur est Oumar Sey, à 37 ans, il est l'un des pionniers du surf sénégalais. Né dans un modeste quartier de pêcheurs de Dakar, il a appris le surf avec les touristes et les étrangers avant de devenir le premier Sénégalais à signer un contrat professionnel. Il gère aujourd'hui une école, un surf camp et un surf shop et préside une compétition africaine. La plupart des conditions sont réunies pour faire décoller le surf au Sénégal. Il ne manque qu'un peu de soutien. Ce qui manque déjà, c'est le soutien du ministre des Sports, que la fédération a plus de moyens pour valoriser ces compétitions nationales. Les compétitions nationales qui peuvent nous permettre de sortir les meilleurs surfeurs pour représenter les pays dans les autres compétitions. Mais à Dakar, ce sont surtout les étrangers qui pratiquent le surf et le bodyboard. Surfer coûte cher, il faut compter au moins 150 € pour une planche de surf d'occasion, soit 3 fois le salaire minimum. La Fédération sénégalaise de surf compte sur les quelques champions locaux et les clubs pour démocratiser le sport. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore tous des planches dernier cri, mais disons que les clubs, notamment certains clubs gaurois, font tout pour mettre à disposition de ces jeunes du matériel qui leur permet de progresser. La démocratisation des sports de glisse passe aussi par des événements rassembleurs comme la compétition Sénéglisse, organisée chaque année par le bodyboarder sénégalais Emeric Senghor. Dans l'eau, les participants doivent rivaliser de figure pour avoir la faveur des juges. Si les Sénégalais manquent, c'est parce qu'ils sont peu familiarisés avec l'océan. Il est bien évident que c'est plus facile de découvrir le surf quand on sait déjà bien nager. Et c'est là qu'il va falloir sensibiliser plus de monde, plus de Sénégalais à découvrir l'océan, à s'initier à la natation et découvrir la joie du bodyboard ou du surf. En attendant de devenir peut-être un jour une place forte du surf mondial, le Sénégal veut s'affirmer comme la locomotive d'un surf africain en plein essor. En 2015, le Rip Curl Africa Tour, la plus réputée des compétitions, a fait étape dans 3 pays. L'année prochaine, 6 pays sont au programme. En Afrique du Sud, les vétérans de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde de rugby de 1995 ont célébré mercredi le 20e anniversaire de leur victoire historique, remportée alors que Nelson Mandela venait d'être élu premier président noir d'Afrique du Sud. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous partons au Cameroun où les habitants utilisent de nouveaux combustibles sortis des usines de chaussures pour allumer les feux de bois, au péril de leur santé.
Puis nous irons à Tombouctou, dans le nord du Mali. La ville soigne ses plaies et reconstruit ses mausolées détruits lors de l'occupation djihadiste en 2012. À la semaine prochaine.